internautes, bonjour, merci de nous rejoindre en cette veille du week-end du 1er mai pour analyser avec nous l'actualité informatique et télécom de la semaine. Je suis, comme chaque semaine, en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors cette semaine, on commence par un classique, j'allais dire, de cette émission, la migration Windows 10, Windows 11. Et dans la série, les cordonniers sont les mieux chaussés. Finalement, Microsoft vient d'annoncer qu'il a, de son côté, basculé l'ensemble de ses postes de Windows 10 à Windows 11. Et ça représente quand même 120 000 postes, hein, je crois que c'est ça. 190 000. 190 000, j'étais un peu pessimiste. Alors, donc ça veut dire que le chantier est pas... Même pour l'ordonnateur de la chose, si je puis dire, c'est pas forcément un très simple comme chantier. Alors c'est Microsoft qui dit que finalement les cordonniers sont les mieux chaussés, donc on va le croire. On espère. Donc ils ont publié un petit article sur leur blog là il y a pas très longtemps, indiquant qu'ils avaient migré 190 000 PC, donc partout dans le monde. Donc c'est pas une mince affaire, et qu'ils avaient mis 5 semaines pour le faire. Ils ont utilisé leurs propres outils, donc il y a Update Compliance, donc en gros c'est l'outil qui permet de vérifier si votre PC est éligible ou pas, puisqu'on sait qu'il y a un certain nombre de restrictions dont la plus délicate, si je puis dire, est la présence du module sécurité TPM sur le PC. Donc s'il n'y a pas la présence, on peut pas migrer sur Windows 11. Après il y a certains CPU seulement sont sélectionnables, et puis il faut 4 Go de RAM. On peut penser que chez Microsoft il n'y a pas ce genre de problème. Et Microsoft a indiqué que ils n'ont pas donné d'ailleurs la proportion des PC qui ne sont pas éligibles. Ils s'en sont gardés, et ils ont indiqué que ceux qui n'auraient pas été migrés en Windows 11 le seraient à l'occasion d'un renouvellement du parc. Donc ça, on ne sait pas quand est-ce que ça interviendra. Donc 5 semaines pour migrer 190 000 PC, c'est bien, mais bon, 5 semaines, c'est quand même pas rien. Organisé en 3 étapes, donc planifier, préparer, déployer, donc c'est relativement classique, standard. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Commencé en octobre 2021, hein, je crois, c'est ça, non? Pardon? Ils ont commencé la migration en octobre 2021. Oui, c'est ça. Donc finalement, quasiment en même temps où ils annonçaient la disponibilité de Windows 11. Donc ce qui pour eux est assez... assez intéressant, puisque ça veut dire qu'eux-mêmes peuvent tester, savoir, et donc aider leurs clients à assurer la migration. Et également, ils ont indiqué qu'il faut quand même, dans cette idée de planifier, il faut informer tous les utilisateurs, de leur dire qu'on va passer à ce nouveau système d'exploitation. Et là, pour le coup, ils ont utilisé tous les canaux de communication qu'ils ont à leur disposition. Donc c'est Yammer, c'est SharePoint, c'est Teams, c'est le mail, c'est des FAQ, donc en gros toute la batterie de communication. Et sur Interne, y est passé. Finalement, c'est quand même important que les usagers soient associés, évidemment, associés et fassent ce qu'il faut au bon moment. Bon, c'est pas inintéressant mais ce qui veut dire que 5 semaines pour Microsoft, qui on peut penser à une bonne connaissance de l'outil, on voit bien que à périmètre équivalent, on voit ce que ça peut donner dans une entreprise de plus classique, comparable. Donc ça se mesure en quelques mois malgré tout. Ça, on peut parler évidemment de l'aspect financier. Voilà, il y a un autre sujet. Du poste ne concerne pas Microsoft, parce que bien sûr. On peut penser qu'ils ne payent pas trop cher leur licence. Alors justement, puisqu'on parle de poste de travail, on parle maintenant d'infrastructure, avec du côté de chez Red Hat l'annonce d'une boîte à outils pour créer des applications cloud. Ça s'appelle, si j'ai bien compris, l'Application Foundation. Voilà. Alors donc maintenant Red Hat est vraiment le moteur de croissance de chez IBM, et de croissance sur le cloud, avec l'idée IBM présente les choses en disant qu'en gros il y a eu une première partie dans le cloud où on mettait des applications de tout venant, et maintenant on commence à mettre des applications stratégiques. Donc c'est un peu dans ce cadre-là que Red Hat fait cette annonce, avec des outils qui sont organisés, je dirais, en 3 grandes parties. Donc la première, c'est en fait pour intégrer les applications sur le cloud. La deuxième,
deuxième, c'est de proposer des runtime, donc des environnements d'exécution. Dedans, il y a un certain nombre de déclinaisons de JBoss. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de JBoss. En fait, c'est une entreprise qui avait été lancée par un Français, Marc Fleury, et qui avait été rachetée par Red Hat par la suite, donc il y a quelques années. Oui. Et puis, le troisième, c'est des outils d'automatisation. Donc, toute une palette d'outils, de telle sorte que, au fur et à mesure que finalement on migre vers le cloud, ça veut dire que les entreprises vont de plus en plus développer directement sur le cloud et non plus. Et évidemment, il va toujours y avoir des migrations d'applications existantes dans les data centers vers le cloud, mais à terme, si on est dans une configuration de cloud hybride multi-cloud, on peut penser que les entreprises auront envie de développer directement des applications et de les déployer sur le cloud. C'est quand même ça, c'est l'intérêt. Et donc ces outils-là s'inscrivent dans cette évolution qui est déjà bien lancée. Alors on reste toujours finalement du côté des systèmes critiques, avec un autre acteur clé du marché Oracle qui annonce ces plateformes Exadata, qui sont des super serveurs en fait en bon français, sous sa plateforme OCI, donc en bon français le cloud d'Oracle en fait. Voilà. C'est ça. Alors c'est l'annonce Oracle Cloud Infrastructure Service X9M, donc qui succède au X8M. Donc en gros, c'est la disponibilité de la base de données d'Oracle, donc Autonomous, donc c'est une base autonome. A priori, il n'y a personne, il n'y a pas besoin de gestionnaire de base de données pour la faire fonctionner. Et donc en gros, cette base de données, elle est désormais disponible dans cette version X9M sur le cloud d'Oracle, donc OCI. Et donc en gros, l'idée c'est que Oracle propose cette base de données, soit vous achetez le logiciel, soit vous l'achetez sous forme d'appliance. Donc voilà. C'est Exadata. Et donc Oracle propose la disponibilité de cette base de données sur ses plateformes Exadata dans son propre cloud. On peut comprendre qu'il le propose sous forme d'appliance, puisque l'idée c'est de faire une optimisation entre le logiciel et le matériel de telle sorte que les performances soient plus élevées. Donc évidemment, ça surprendra personne que la X9M est plus rapide que la X8M, donc à la fois en termes de bande passante, à la fois en termes de... Alors Oracle dit aussi qu'en temps de latence, ils sont nettement plus performants que tous ses concurrents. Et effectivement, Oracle se présente, puisque Oracle, malgré tout, c'est quand même presque synonyme de base de données. Base de données, bien sûr. Puisque c'est leur outil c'est leur fonds de commerce historique. Et donc, ils ont certainement une avance dans Mélin qu'ils essaient de transformer sur le cloud. Rappelons pour mémoire que pour ce qui concerne la France, ils ont annoncé il y a 2-3 semaines l'ouverture d'une deuxième région en Île-de-France qui complétait déjà l'existant, la région existence à Marseille. Donc, tout ça est dans une évolution assez classique où Oracle a envie de se présenter comme un acteur du cloud important, sachant que les Big 3, enfin les 3 qu'on connaît, bien sûr. Google, AWS, Azure, ont presque les 2 tiers du marché, mais bon, la partie n'est pas encore terminée. Et Oracle se présente lui aussi comme un fournisseur pour les applications stratégiques. Avec comme moteur sa base de données. Donc, ceci explique cela. Très bien. Alors justement, puisqu'on parlait de projet cloud, Guy, on y va directement avec une étude de Cast AI qui montre, qui est assez intéressante, parce qu'elle montre en fait, on en a déjà parlé, les coûts liés au projet cloud, c'est une vraie problématique. Et du fait notamment d'un certain surdimensionnement des projets, on constaterait un dérapage de ces fameux coûts liés au projet cloud. Alors, c'est exactement ce que dit l'enquête de Cast AI. Donc, Cast AI, c'est une entreprise qui a été créée en 1990 en France, qui est maintenant répartie en France et aux États-Unis. Et donc, elle propose des outils basés sur l'intelligence artificielle pour l'automatisation et justement pour l'optimisation et le fait de ne pas trop dépenser. Donc, cette étude montre que, en gros, en moyenne, et c'est ça le chiffre qu'il faut retenir, mais après on pourrait l'expliquer et le prendre avec des pincettes, c'est que en gros quand on
finalement on fait appel à un service sur le cloud, on en consomme 3 fois plus que nécessaire. Donc évidemment, c'est beaucoup. Mais c'est un peu comme si vous disiez, votre voiture, oui, elle a une autonomie elle est 97% du temps au parking, et donc vous voyez que ça a quand même des limites. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, alors ça me fait penser aussi, vous savez, on avait parlé une fois de cette enquête qui montrait que dans un data center, il y avait 30% des serveurs qui ne fonctionnaient pas. Ce qui est un petit peu différent, mais enfin, qui va un peu dans le même sens. Ça veut dire que ça engendre des coûts qui sont a priori inutiles. Et donc, Cast, comme d'ailleurs tous les fournisseurs, les opérateurs de services cloud, proposent des outils d'automatisation et faire en sorte que vous pouvez commissionner un certain nombre de services et puis après les réduire à ce dont vous avez besoin. Sauf que parfois il y a des pics. Donc par exemple, si vous êtes au moment de la déclaration de revenus, il faut que le service des impôts il soit capable de vous souvenir de cette malheureuse aventure. Et puis c'est aussi à comparer par rapport à la démarche qu'on avait quand on était dans le cadre du data center. En gros, vous vouliez développer une application, donc vous demandiez au service informatique de commissionner un serveur. Donc en gros, vous achetiez un serveur, le déployiez et après on le chargeait au fur et à mesure. Donc je dirais qu'au démarrage, le serveur il était sans doute surdimensionné au fil du temps. Donc si on compare l'un dans l'autre, il faut faire attention à ces analyses un petit peu rapides. Bon, toujours est-il que c'est vrai que la facilité avec laquelle on peut appeler ou commissionner des services sur le cloud est telle que on se dit on va prendre ça et ça, et puis après la facture suit. On voit ce qui se passe. Donc il faut effectivement avoir. Enfin, on est dans le cadre des entreprises, hein, donc ça veut dire que la démarche est quand même plus rationnelle. C'est pas des achats d'impulsion, mais en tout cas il faut faire attention. Et dernier point important, c'est que les 2 tiers de cette utilisation était en fait liée au fait que les machines virtuelles, donc on lance des machines virtuelles et puis on les arrête jamais. On les arrête pas, elles ne servent plus à rien. Donc l'analyse n'a pas été faite d'ailleurs, ils n'ont pas mentionné les containers, parce que vous savez, le cycle de vie des containers est beaucoup plus rapide. Il se mesure, là où les VM, c'est en centaines ou en milliers, les containers, c'est en dizaines, centaines de milliers. Et donc, dans toute cette... foule, d'objets qui continuent à tourner, quels sont ceux qui sont réellement utilisés et les autres. Donc on voit bien qu'il y a quand même une analyse et que effectivement l'intelligence artificielle et les outils d'automatisation seront nécessaires parce que c'est sûr que humainement on ne peut pas faire face. Ça c'est clair. Alors pour conclure cette première partie de l'émission, Guy, le fameux rachat de la semaine, c'est du côté de chez Twitter avec Elon Musk qu'il faut regarder, 44 milliards de dollars. Pour acheter Twitter, voilà. Donc 44 milliards. Et le sortir de la bourse. Voilà, donc effectivement c'est le projet d'Elon Musk qui veut sortir Twitter de la bourse pour ne plus avoir affaire aux réglementations qui sont imposées quand on est une société cotée. Qu'est-ce qu'il va faire de Twitter? On n'en sait pas grand-chose. On a l'impression d'un enfant gâté qui veut s'acheter un jouet et qui veut s'amuser avec, parce que c'était 44 milliards de dollars, ça fait cher quand même. Oui, mais enfin, on dit que c'est l'homme le plus riche du monde. Alors, il y a une partie de sa richesse qui est du papier, mais malgré tout, c'est quand même, il est très riche. Donc, c'est un utilisateur lui-même de Twitter de manière très intensive. On va dire. Il a près de 90 millions de followers. Et donc, en gros, son idée, c'est puisque les Jack Dorsey, l'ex-CEO de Twitter, qui avait démissionné, était plutôt un libéral au sens américain du terme. Donc, il avait fermé un certain nombre de comptes en fonction des réglementations, dont celui de Trump. Et donc, Elon Musk, lui, il veut rendre cette plateforme totalement libre. Et donc, en gros, c'est l'idée de free speech où on peut dire ce qu'on veut. Selon les termes du fameux premier amendement américain. Exactement. Et alors, il y a un autre problème il n'y a pas un autre problème, il y en a plein, mais un autre problème qu'on peut mentionner aussi, c'est que
Twitter est un outil aussi qui permet de faire de la manipulation. On sait que Elon Musk est très intéressé sur tout ce qui est cryptocurrency, donc les monnaies cryptées. Et donc Twitter peut être un outil pour manipuler à la hausse ou à la baisse. On sait par exemple qu'il avait fait un achat important de crypto-monnaie, de Bitcoin. De Bitcoin, et donc le cours avait augmenté. Donc, et ça, on l'a vu, il y a eu des instances où ça a été mesuré. On prend le cas de Oprah Winfrey, donc vous savez, cette animatrice télévisuelle américaine qui est très connue, qui a quasiment 100 millions de followers. Elle avait suivi un régime Weight Watchers et donc le cours de l'action Weight Watchers avait augmenté, ce qui fait qu'en gros, elle en avait récolté les bienfaits. Elle avait fait une autre fois aussi, et là ça avait profité, c'était la société SEB. Elle avait tweeté en disant que SEB, enfin les cuivapeurs, le code minute, c'est un vieux terme, mais les autocuiseurs SEB étaient formidables. L'action avait pris, je sais plus, 2-3%, une valorisation de 100 millions d'euros tout de suite qui avait été empoché par SEB. Donc, vous voyez qu'il y a cette fameuse notion d'influenceur n'est pas exactement. On parle de délit d'initié, mais là, c'est encore pire, puisque finalement, on peut les provoquer soi-même. Donc, c'est pas sans poser de problème, et on aura l'occasion d'en reparler. Et puis, dans le cadre des rachats, donc, il y avait aussi la levée de Sonar Source, donc de 412 millions de dollars. Donc, c'est une société franco-américaine, puisqu'il s'est basé sur les deux pays, qui propose un outil pour scanner du code open source principalement, et puis le nettoyer, c'est-à-dire enlever tout ce qui marche pas. Donc évidemment, ce sont des outils très prometteurs, parce que même que ce soit open source ou pas, la qualité du code est quelque chose d'essentiel. Et on sait parfois il y a peut-être des failles, des choses comme ça. De laisser aller. Donc c'est sûr qu'il y a un avenir très prometteur. Un peu plus de 400 millions d'euros, ça valorise l'entreprise à près de 5 milliards. Donc c'est... Pour une jeune entreprise, ça commence bien. Significatif, oui. Très bien. Alors, dossier de la semaine 10, c'est une étude sur les ransomware et leur prédominance et leur présence sur le marché de la sécurité. En tout cas, sur l'environnement des attaques. Et j'allais dire, ça ne s'arrête pas. Non, ça ne s'arrête pas. Et je pense qu'on pourrait mettre le titre toujours plus, selon le fameux livre qu'on publiait il y a bien des années. Déjà. Effectivement, ça continue. Donc, dans cette enquête, il y a un certain nombre de chiffres qui sont donnés par Sophos, puisque c'est lui le commanditaire de l'enquête. 66% des entreprises, alors c'est sur 2021, 66% des entreprises déclarent avoir subi un ransomware. C'est beaucoup plus, et on était à 35% l'année d'avant. Donc vous voyez que c'est une évolution quand même très importante. Autre chiffre, parce qu'il y en a beaucoup, on ne va pas en donner beaucoup, mais parce que si les lecteurs peuvent se reporter à l'analyse de l'enquête, mais une entreprise sur deux paye une rançon. Alors vous savez, quand on interroge tous les éditeurs et tous les spécialistes, il ne faut pas payer, mais malgré tout, quand vous êtes confronté, tous vos systèmes sont arrêtés, vous êtes un hôpital, tous vos systèmes critiques ne fonctionnent plus, qu'est-ce que vous faites? Donc une entreprise sur deux paye. Et avec un montant moyen de la rançon qui est de 800 000 $. Donc vous voyez que c'est quand même pas négligeable. Et puis s'ajoute à ça, évidemment, une fois que vous avez payé la rançon, et à supposer qu'on remette les systèmes en route, ça ne se remet pas comme ça d'un claquement de doigts. Donc la moyenne, ça prend à peu près 1 mois pour revenir à un état quasiment proche de celui qui était au moment où vous avez subi le ransomware. Et ça coûte plus d'1 million de dollars, donc 1,4 milliard. 1 million, pardon. 1 million, un peu plus d'1 million. Donc si vous jetez le prix de la rançon plus le coût, on est à près, en moyenne, 2 millions de dollars. Donc c'est quand même critique. Plus à ça, il faut rajouter le fait que, évidemment, ça a eu un impact sur votre activité. Et ça, on ne sait pas le trop mesurer, plus de 80% des entreprises disent que ça a eu un impact sur l'activité.
et aussi un impact sur le marché. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez perdu des contrats, ces contrats, ils ont peut-être été signés avec quelqu'un d'autre et donc ils sont perdus définitivement. Donc, vous voyez, si vous ajoutez tout ça, ça fait quand même beaucoup. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que il y a évidemment un analyste de Sophos qui commente l'enquête et qui indique qu'on aurait peut-être atteint un pic. Alors un pic en termes de proportion, nombre d'entreprises touchées, montant des rançons, etc. On aimerait bien la croire, mais on attendra les résultats de l'enquête 2022. À ce moment-là, alors évidemment, il y a le rôle des assureurs, donc des cyberassureurs. Plus de 80% des entreprises sont assurées. Et évidemment, les assureurs, eux, ils entendent gérer leur budget de manière beaucoup plus serrée. Donc, ils vont peut-être mettre des conditions vis-à-vis de leurs clients qui font en sorte que tout ça va... Le marché va... ça va s'assainir. Voilà. Les entreprises sont obligées de s'équiper. Attendons de voir et espérons que cette analyse de Sophos dit vrai. Voit le futur. Justement, à propos de futur, Guy, pour la semaine prochaine, enfin pas la semaine prochaine, pardon, dans un peu plus d'une semaine, c'est nos confrères d'IT for Business qui organisent une matinale encore virtuelle sur la data, en bon français, avec un titre « Pourquoi et comment et à quels outils valoriser les données auprès des métiers ?» avec une palette de témoignages d'utilisateurs, comme d'habitude, toujours intéressant. Oui, donc Société Générale, le PMU. Donc, alors vous le rappeliez, c'est le 11 mai, comme d'habitude, oui, c'est à 9h30. C'est en live, mais ça peut se regarder en streaming. Donc, c'est effectivement autour de la donnée. Donc, comment valoriser la donnée, quels outils, avec un volet évidemment RGPD. En gros, c'est vraiment un sujet actuel qui concerne toutes les entreprises. Donc les entreprises clientes, on les a mentionnées. Et puis parmi les fournisseurs, il y a MicroStrategy, Informatica, KPMG, Denodo, Nutanix. Donc vous voyez une palette assez large. Et pour l'ensemble de la problématique. Une matinale qui intéressera nos lecteurs. Et Guy, on finit par notre traditionnelle rubrique coup de cœur, coup de gueule. Cette fois-ci, c'est même... peut-être des séquences émotions, oui, un peu de nostalgie. Avec les 50 ans du langage C, alors, effectivement ça rajeunit pas grand monde, et puis pour un certain nombre de lecteurs, les 40 ans du ZX Spectrum, un des tout premiers micro-ordinateurs qu'on pouvait quasiment faire soi-même. Oui, alors c'est peut-être qu'une partie de nos lecteurs, pour eux, c'est comme si on parlait de la préhistoire, mais malgré tout, ça fait quand même partie de... la culture du secteur. C'est intéressant d'ailleurs, parce que le langage C et le ZX Spectrum sont deux choses très différentes. Très différentes. Le langage C, si on prend Thiobé, là, qui donne un classement des langages, il est encore tout en tête des langages utilisés encore aujourd'hui, 50 ans après. Donc vous voyez que c'est quand même assez significatif. Sachant qu'en plus, il a quand même donné naissance à tout un tas de langages dérivés. À comme C++, C Sharp, Java, enfin des langages qui avaient des conceptions. Oui, c'est un peu le socle des langages modernes quand même. Donc ça, c'est la première chose. Et alors dans l'histoire, en fait, on va pas refaire l'histoire, mais en gros, puisque c'est 50 ans, on est dans les Bell Labs. Donc les Bell Labs, c'est le laboratoire de recherche d'ATT, qui à l'époque était... de France Télécom oui, mais américain, on va dire. Puisqu'il y avait un nombre de prix Nobel très, très important. Et donc, c'est Kenneth Ritchie et son associé... Non, Kenneth Thompson et Dennis Ritchie, qui, en fait... donc, Unix existait déjà et il fonctionnait sur un PDP. PDP, c'était un système 16 bits qui était proposé par Digital Equipment. Et donc, il était écrit en assembleur. Et l'assembleur, c'est un langage qui est très proche de la machine. Ce qui fait que sa portabilité est quand même très limitée. C'est lié au processeur. Voilà. Et donc, ils ont eu l'idée de développer un langage C, donc un langage de plus haut niveau, et de réécrire Unix de telle sorte que cet Unix puisse être portable sur... différents types de machines. Et effectivement, ça a fonctionné parce que Unix est devenu un système d'exploitation Unix et Linux, universel. On voit la donc ça, c'est un petit peu l'historique
de C. Quant à ZX Spectrum, effectivement, maintenant c'est plutôt les collectionneurs qui l'utiliseront, et certainement il y en a encore parmi eux qui font de la programmation, sans doute. Mais c'est, comme vous le disiez, c'était un des premiers micro-ordinateurs. Abordable, on va dire. Oui. Alors bon, l'Apple II avait existé avant. Ah oui, c'était avant, mais c'était pas tout à fait la même gamme de prix. La diffusion n'était pas la même. C'était vraiment à la portée de quasiment toutes les bourses. Oui, et je me souviens, je crois on pouvait le mettre en kit et l'assembler en partie. Enfin, il y avait. Absolument. Ça me rappelle. Mais bon, c'était à la portée de la bourse d'un étudiant. D'ailleurs, il y a certainement un certain nombre d'entrepreneurs de l'époque qui ont commencé avec le ZX pour se faire la main et puis ont développé leurs propres entreprises après. Très bien. Écoutez, je propose qu'on conclue cette émission sur cette séquence souvenir, Guy. Merci en tout cas. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite évidemment un très beau week-end du 1er mai. Une très belle semaine à suivre. Et je peux nous retrouver vendredi prochain pour une nouvelle édition d'Informatic News Hebdo. En attendant, encore une fois, très belle semaine à toutes et à tous. Merci.